Madame, Monsieur, bonsoir. La demande nationale en énergie augmente en moyenne de plus de 5% annuellement ces dernières années. La consommation électrique a par exemple grimpé de 10% à fin septembre, reprise économique oblige. On rappellera également la puissance installée sur le royaume à ce jour, qui est de l'ordre de 10 627 mégawatts, dont un peu plus de 37% sont produites grâce aux énergies renouvelables, taux que le Maroc compte porter à 82% d'ici à 2030. Une énergie durable, rentable, bon marché pour le consommateur et compétitive pour l'industriel. Comment alors améliorer le retour sur capital investi dans les énergies renouvelables? Quid du reste du mix énergétique marocain? Comment la tutelle compte riposter à terme à la fin des expéditions du gaz algérien vers l'Espagne par le tracé marocain? Une fois la sécurité énergétique assurée, comment la tutelle compte relever le défi de la souveraineté en énergie? Comment également cette même tutelle compte défendre son projet de loi sur l'autoproduction électrique face aux réserves de certains opérateurs? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de Média TV la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Bonsoir Leïla Benali, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir Khadija Hassan, merci beaucoup de l'invitation. Donc, depuis votre nomination par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la tête du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, c'était le 7 octobre dernier, ce ne sont pas les dossiers chauds qui manquent sur votre bureau. Alors, au vu de votre background en tant qu'experte en hydrocarbures et en gaz, comment s'annonce cette transition vers le vert? Écoutez, Khadija Hassan, je pense que cette transition vers le vert s'annonce de manière, je dirais, très positive, mais également très compétitive. Alors, pour rappeler, vous avez rappelé les chiffres de l'approvisionnement en électricité du pays. C'est très important de rappeler que nous sommes maintenant à un mois d'arrêt d'approvisionnement du gaz algérien vers l'Europe et donc à un mois après l'expiration, je le rappelle, de ce contrat de redevance, d'achat de redevance qui a été signé en 2003 et l'expiration du contrat de 10 ans qui avait été signé en 2011, donc c'est tout à fait normal. Nous sommes en 2021, nous arrivons à cette expiration de contrat. Il y a quelques indicateurs clés que je voudrais partager avec vous. C'est qu'aujourd'hui, sur l'approvisionnement en électricité du pays, alors le gaz a été remplacé par le reste des énergies fossiles qui sont liquides sur le marché, c'est-à-dire on est à peu près un peu plus de la moitié en novembre 2021 en charbon, gasoil et fuel. On a à peu près une vingtaine de pourcents en énergie renouvelable, donc ça dépend des jours, bien sûr, entre l'éolien, le solaire, l'hydraulique et les steppes. Et le reste, les dizaines de pourcents qui restent, c'est l'importation du marché ibérique qui permettent d'approvisionner aujourd'hui le marché électrique. Alors, je pense que nous avons eu également de la chance parce que cette conjoncture arrive à un moment où nous avons une baisse de la demande. Une baisse de la demande, vu la politique volontariste de Sa Majesté Mohamed VI il y a plus d'une dizaine d'années, pour instaurer une vraie dynamique d'efficacité énergétique. Donc nous avons pu gérer notre demande en énergie, mais également notre demande électrique, et également parce que nous avons, comme vous le savez, eu la pandémie qui a fait que la demande en électricité a baissé cette année, comme l'année dernière. Mais elle a repris quand même, en 2021. Elle a repris un peu, mais ça reste assez anémique. Donc, je dirais que d'un point de vue stratégique et vision de la tutelle, la demande en électricité sur la dernière décennie augmentait à peu près de 4%, en tandem avec les chiffres de croissance économique. Et donc, si nous voulons, à terme, arriver aux 6% de croissance économique qui sont préconisés par le NMD, par le nouveau modèle de développement. Je rappelle que vous êtes membre de cette commission spéciale sur le modèle de développement. Absolument, absolument. Et donc, nous regardons toujours les projections de croissance électrique en tandem avec les projections de croissance économique. Donc, il va vraiment falloir, d'autant plus que si nous voulons l'introduire... Donc là, concrètement, la demande va doubler à l'horizon 2035. Si on atteint ce taux de croissance de 6%, pas à l'horizon 2035, peut-être ça peut être avant. Alors, si on veut vraiment
fait arriver à ces pourcentages de croissance économique, il va falloir justement accompagner, que le parc électrique et le parc énergétique accompagnent également, non seulement en termes d'augmentation de capacité, mais en termes d'augmentation de la flexibilité de ce parc. Et surtout si nous voulons, en plus, enfin, l'autre élément que nous n'avons pas mentionné, c'est que si nous voulons introduire de manière encore plus massive les énergies renouvelables, je vous le rappelle, on veut développer, on veut dépasser, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait demandé à ce que nous dépassions les 52% du mix électrique à l'horizon avant 2030, il va falloir augmenter en quantité et en flexibilité. L'objectif de 40%, il n'a pas été atteint pour, comme ce fut annoncé pour 2021. Alors, il y a eu un léger retard. Il y a eu un léger retard. Et il y a eu également une pandémie. Rattrapable, selon vous? Absolument rattrapable, Très bien. bien sûr. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de projets qui sont de renouvelables qui sont en ligne, d'une quarantaine d'entreprises qui sont partenaires, d'à peu près 13 pays. Il y a 60 projets de renouvelables qui sont dans le pipeline aujourd'hui. Et donc, le but pour dépasser les 52% avant 2030, c'est d'augmenter un peu la qualité de ces 60 projets plus, et j'espère que nous aurons encore plus de projets pour pouvoir dépasser cet objectif des 52%. Alors, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est nous avons gagné en crédibilité internationale sur le chantier du renouvelable, grâce au pari qui a été insufflé il y a une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous pouvons accélérer la cadence et augmenter encore plus en qualité et en quantité notre parc de renouvelables, mais la condition, c'est d'asseoir la flexibilité du parc énergétique. Alors, puisque vous parlez de flexibilité, donc vous avez un peu parlé de la répartition des sources d'énergie. Pour rester dans le renouvelable, avant de passer aux autres composantes de ce mix énergétique, on parle aujourd'hui d'améliorer la rentabilité d'un investissement par capital. Vous avez vous-même déclaré cela il y a quelques jours. Il faudra améliorer cette rentabilité. Comment, Madame la Ministre? Alors, comme je disais, concernant les énergies renouvelables, alors, comme je disais, aujourd'hui, nous avons 50 projets qui sont en ligne. 60 projets qui sont dans le pipeline et nous devons vraiment doubler la cadence. Parce que lorsque vous regardez la compétitivité du Maroc par rapport aux pays qui sont à peu près similaires en termes de ressources solaires et éoliennes, là je parle des pays qui sont en Amérique latine comme le Chili, en Afrique du Nord et les pays du Moyen-Orient, je dirais que le Maroc a à peu près une dizaine d'années d'avance en termes de réglementation et de capacité de ease of doing business, si on veut, pour les projets renouvelables. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est vraiment doubler cette cadence pour arriver à attirer le maximum d'investisseurs. Mais en même temps, alors la condition que nous mettons, c'est que justement ce retour sur capital employé et dans le capital, moi je mets tout, je ne mets pas uniquement le capital financier, mais également le capital économique et le capital naturel, c'est-à-dire de land, toute forme de capital. Le foncier, etc. Voilà, le foncier, etc. Donc, toute forme de capital doit être rentabilité de manière beaucoup plus... doit être optimisée. Donc, sur les prochains projets qui vont arriver, nous allons faire de telle sorte à ce que les conditions soient adéquates pour les investisseurs, pour prendre les investissements qu'ils font, pour prendre le risque technologique qu'ils n'ont pas pris historiquement au Maroc, mais en contrepartie, nous leur donnons accès à des infrastructures, à du foncier, etc. Et nous leur facilitons la tâche. Pour cela, il va falloir mener un chantier de réforme du secteur électrique, et c'est ma deuxième priorité après donc le chantier du gaz naturel. C'est vraiment mener à bien ce chantier de réforme, parce qu'il va falloir faire de telle sorte à ce que les coûts de transaction, que nous ayons une transparence sur les coûts de transaction, une transparence sur les coûts de transport, les coûts de distribution et tous les coûts de service qui sont au niveau du secteur électrique. Et donc, mais là, nous aurons l'occasion d'en reparler, Khadija Hissène, dans quelques mois, lorsque nous aurons bien avancé sur le chantier de réforme. On parle aujourd'hui d'un investissement quand même à l'horizon 2030, de 30 milliards de dollars dans les investissements. Ça devra dépasser les 30 milliards de dollars d'ici à 2030, en tout cas dans les énergies renouvelables. Donc là, on parle de retour sur investissement, on parle aussi d'un autre sujet, mais qui est aujourd'hui... C'est l'actualité. Avant de parler du gazoduc Maghreb-Europe, parlons des prix.
il y a une flambée des prix du gaz sur les marchés internationaux. Les cours littéralement flambent. Dans certains pays, le coût de l'énergie commence déjà à coûter très cher, pour n'évoquer que l'exemple de la France. Ce scénario est-il à craindre pour le Maroc en ce qui concerne les prix de l'électricité? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, c'est vrai qu'il y a un retour aux pressions inflationnistes, principalement sur le marché américain. Alors, vous l'avez vu, il y a plus de 5,3% en septembre-octobre aux États-Unis en termes d'inflation. Sur la zone euro, on a dépassé les 3,5% en septembre-octobre. Donc, il y a réellement un retour aux pressions inflationnistes sur les marchés qui ne sont pas uniquement dues à la flambée des prix des matières premières. Et là, je rappelle, j'ouvre une petite parenthèse pour revenir à la question du renouvelable. C'est que sur les matières, les minerais et les métaux qui sont importants pour la transition énergétique, le lithium, cobalt, cuivre, etc., il y a également une flambée inflationniste en 2021. Absolument. L'Agence internationale de l'énergie vient de nous rappeler qu'avec cette flambée en 2021, les coûts des modules solaires PV, batteries, stockage et même batteries pour véhicules électriques pourraient augmenter de 5 à 15%. Donc je ferme cette parenthèse. Non, mais vous faites bien de l'ouvrir. Peut-être qu'on va la rouvrir plus tard parce que, puisqu'on parle de retour sur investissement, est-ce que justement ce retour sur investissement ne risque pas d'être impacté à cause des prix des matières premières, notamment je parle du solaire et des énergies renouvelables? Alors sur le solaire et les énergies renouvelables, c'est pour ça que j'ouvrais la petite parenthèse sur ma compétitivité par rapport à d'autres pays qui ont des ressources similaires au Maroc, comme l'Amérique latine, le Chili, les pays d'Afrique du Nord. Et on veut garder ces dizaines d'années d'avance sur le plan réglementaire pour pouvoir justement attirer les investisseurs et avoir comparativement un avantage comparatif malgré une augmentation, comme nous dit l'Agence internationale de l'énergie, de 5 à 15% sur ces différentes technologies. Et on ferme la parenthèse et le gaz. La flambée des prix sur le lithium et le cobalt et ces autres métaux. Pour revenir donc aux poussées inflationnistes sur les matières premières, donc il y a bien sûr sur les matières premières, mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, également les goulots d'étranglement sur différentes chaînes d'approvisionnement et le coût du fret qui a également flambé. Et je reviendrai à ce point-là après parce que notre industrie maritime en prend de plein fouet. Donc même sur les prix sont en train de repartir à la baisse légèrement. Il y a un petit contre-coup, mais en ce qui concerne le fret et le transport maritime, mais les dégâts sont déjà là. D'accord. Donc, sur le commerce de pétrole et de gaz, ça prend ces trois différentes dimensions. Bien Donc, sûr. vous avez le coût des matières premières, le goût d'étranglement et le transport et le fret. Donc, moi, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est un premier élément cyclique. C'est qu'on arrive en 2021 à un moment où il y a eu une baisse d'investissement. C'est la 4e crise que connaît le secteur pétrole-gaz en 10 ans, dans laquelle il y a eu, grossièrement, vous aviez, après le choc de 2014, une baisse des investissements par an de 25% sur 2 années consécutives. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. Donc, ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, on a une consolidation du secteur et une concentration du secteur pétrole et gaz, mais également gaz, vers les producteurs qui sont bas coût et bas carbone. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui va émerger parmi ces producteurs bas coût, bas carbone, notamment dans le secteur du gaz. Alors, l'exemple traditionnel, c'est bien sûr le Qatar, qui émergerait puisqu'ils mettent en service le tiers à peu près de leur capacité de liquéfaction à l'horizon 2024-2025, à un coût assez dérisoire. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça va complètement, encore une fois, changer les dynamiques de marché. Nous sommes dans un cycle. Le deuxième élément, c'est l'équilibre. C'est essayer de trouver, comme les marchés du gaz naturel sont totalement différents des marchés pétroliers et des marchés du charbon également, ils sont pas très liquides et encore assez régionaux. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essayer de trouver un équilibre entre la sécurité d'approvisionnement, qui est déjà assuré aujourd'hui, qui serait assuré sur les marchés du gaz si nous acceptons d'acheter du gaz à un prix spot dans un marché liquide, ou la stabilité des prix.
si vous voulez, des contrats long terme avec un producteur ou un portefeuille de producteurs. Donc c'est une stratégie de négociation et d'approvisionnement qu'il va falloir gérer. Donc les acheteurs aujourd'hui de gaz naturel en 2021, ceux qui étaient indexés au pétrole, sont bien contents par rapport à ceux qui sont indexés à les prix du marché européen, par exemple. Donc, si vous voulez, pour moi, en tant que tutelle sur la transition énergétique, il y a deux implications principales. D'abord, nous devons préparer nos infrastructures gazières et électriques pour attirer profit de ces cycles, du cycle dont j'ai parlé, donc nous préparer pour que nous soyons prêts en 2023-2024. On parle ici de quoi? D'infrastructures de stockage, on parle d'infrastructures de transformation, on parle d'unités de production, on parle de quoi exactement? Tout cela à la fois. Il faut avoir une infrastructure gazière qui se tienne. Et je vais lorsqu'on nous parlerons de notre vision et de nos stratégies pour le secteur gazier au Maroc, je vous expliquerai notre plan d'action par rapport à ça. Et le deuxième point, donc en plus de préparer nos infrastructures, il va falloir nous préparer et travailler nos stratégies d'approvisionnement, pas uniquement pour l'électricité et l'industrie, mais également pour le transport. Parce que le fret maritime aujourd'hui, le transport maritime, ne peut pas se décarboner sans passer par le gaz naturel liquéfié. Très bien. Bon, du coup, les prix ne risquent pas de flamber chez nous? Pour le moment, nous avons notre mix énergétique a été assez, je dirais, mis en place pour que sur le pétrole, donc nous avons notre transport, les prix sont déjà dérégulés, on suit un peu les prix du marché, les prix du pétrole. Je ne me permettrai pas de faire un commentaire sur la politique de l'OPEP ou des pays de l'OPEP+. Je pars du principe que, en tant que pays consommateur, un prix du baril entre 60 et 80 dollars serait confortable pour les producteurs et les consommateurs, et je m'arrête là. Pour le reste, pour le gaz naturel, nous devons mettre en place notre vision et notre stratégie gazière pour pouvoir devenir un pays qui a une infrastructure gazière qui se tient. Pour le renouvelable, alors comme je vous l'ai dit, nous avons normalement tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir être compétitifs sur le renouvelable pour l'électricité. Donc, en attendant, il risque de quand même y avoir un impact. J'insiste sur cela parce que la question que se posent beaucoup de consommateurs et d'industriels par rapport à cette question de gaz, ça ne risque pas d'affecter finalement Alors, la facture. Ça revient au point initial, Khadija Hassan, dont je vous ai parlé. C'est que nous sommes à un moment où, même si la demande reprend, elle reprend timidement. Donc, nos marges de réserve sont encore assez confortables. Très bien. Nous avons à peu près plus de 20% de marge de réserve dans notre secteur, dans notre mix électrique. Donc, je ne me permettrai pas aujourd'hui de spéculer sur une flambée de demande en 2022. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, comme vous le savez, et il va y avoir beaucoup de changements. Il faut que nous restions flexibles. Très bien. Alors, la reconduction, la non-reconduction du contrat du gazoduc Maghreb-Europe, quelle alternative, Madame la Ministre, à court terme? Parce que vous parlez de poser une stratégie, une vision, là on parle de moyen long terme, mais demain? À court terme, d'accord. Donc écoutez, pour vous parler du court terme, du moyen terme et du long terme, parce que pour moi les trois se tiennent, je vais peut-être vous raconter une histoire. Alors, c'était en 2012, au plein printemps arabe, et l'Égypte a coupé le gaz à la Jordanie. Et pour la Jordanie, le seul point d'entrée, c'était pour le gaz naturel, c'était le pipeline, l'Arab Gas Pipeline, entre la Jordanie et l'Égypte. Et d'autres pays. Et donc, à ce moment-là, tous les stakeholders, tous les acteurs du secteur en Jordanie se sont mis d'accord, se sont alignés pour pouvoir faire pénétrer en moins de 18 mois une centrale de regasification et de flottage en moins de 6 mois. En moins de 18 mois. 18 mois, pardon. En moins de 12 mois, un plan d'action accéléré de déploiement de renouvelables solaires et éoliens. En moins de 12 mois, si ma mémoire est bonne, une totale refonte de l'architecture institutionnelle de l'énergie en Jordanie. Et les premières briques pour ce qui deviendra après le contrat de gaz avec le voisin israélien. Je ne me permettrai
je ne vous raconterai pas quelle était mon implication sur ces dossiers-là. Je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais je me souviendrai toujours de la file de camions-citernes qui approvisionnaient le gasoil vers les centrales CCGT jordaniennes. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que le 31 octobre 2021 a été un moment fondateur pour l'indépendance gazière du pays. Et je ne pense pas qu'il soit judicieux de rater ce moment, de rater ce rendez-vous. Donc quand vous me posez la question de court terme, moyen terme et long terme, ce sont exactement en fait les 3 épisodes que je vois pour déployer cette vision de l'indépendance gazière. Donc à court terme, je pense qu'il est déjà de notoriété publique que je suis complètement alignée avec mes homologues du bassin méditerranéen pour dire que, dit de manière impolie, cette région n'a pas besoin d'un autre pipeline ou d'un autre gazoduc qui soit vide. Dit de manière beaucoup plus élaborée, nous devons absolument optimiser nos infrastructures gazières et existantes, et gazières et électriques qui sont sous-utilisées. Donc, la coopération régionale fait partie des 3 piliers de notre stratégie énergétique. Ce n'est pas pour rien. Et donc, ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est, comme je disais, de remplir ce gazoduc qui existe déjà. Avec quel gaz ? Je ne me permettrai pas de rentrer dans le détail, mais je signale juste que ça fait partie du premier épisode. Et c'est important de regarder. Et pour moi, le 3e épisode pourrait être beaucoup plus important que le premier. Parce que si vous regardez ces 3 épisodes ensemble, vous comprendrez que ça fait partie d'une stratégie d'approvisionnement intégrée, pérenne, durable, rapide, mais pérenne et durable. Et c'est mon objectif à moyen et long terme. Donc ce premier épisode nous préparer pour asseoir, parce que ce sera la première fois que nous achèterons du gaz sur le marché international. Ce sera la première fois. Donc ça nous permettra de nous préparer commercialement à négocier des contrats de gaz selon les 2 éléments que j'avais partagés avec vous en début de cet entretien, c'est-à-dire avoir cet équilibre entre la sécurité d'approvisionnement et cet équilibre avec la stabilité des prix. C'est très important dans n'importe quel contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Donc, ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est de préparer nos infrastructures au moins un point d'entrée. La Jordanie avait un seul point d'entrée, le Maroc a 3500 km de côte. Donc, préparer un point d'entrée pour recevoir du gaz naturel liquéfié, qui, je vous rappelle, c'est du gaz comprimé à moins 160 degrés Celsius. Donc, c'est un autre métier. Donc, nous travaillons avec nos collègues du ministère de l'Équipement pour justement pouvoir préparer nos infrastructures pour recevoir du gaz naturel liquéfié lorsque nous serons prêts commercialement à en acheter. Et le 3e épisode, qui pour moi, à mon sens, en tant que tutelle, est le plus important parce qu'il permettra de débloquer et de vraiment libérer les énergies au niveau de l'électricité, mais également de l'industrie de ce pays et dans le transport, comme je l'ai dit, c'est ne pas uniquement avoir un seul point d'entrée pour le gaz naturel liquéfié, mais préparer de 2 à 4 ports pour pouvoir déployer, pour pouvoir consommer du gaz naturel dans le secteur électrique lorsque nous en avons besoin, dans le secteur industriel lorsque nous en avons besoin, et également, s'il le faut, pouvoir satisfaire la demande et non la consommation, mais la demande du secteur du fret maritime. Donc ce sont 3 épisodes qui se chevauchent, qui sont très importants les uns pour les autres et qui permettent, c'est d'abord le chantier infrastructure. Ensuite, vous avez le chantier approvisionnement qui intègre en fait ces 3 épisodes et qui intègre ces solutions court terme. Il y a déjà des consultations dans ce sens. Il y a des discussions. Pour la gestion de l'approvisionnement. Il y a des discussions, il y a des consultations dans ce sens. Et je vous dis, comme avec je vous disais... Avec qui ? Avec quel pays ? Je ne peux pas... Alors ça, là, c'est stratégique. Alors, il y a 2 choses. Je voudrais absolument insister sur le fait que le marché du gaz naturel n'est pas un marché complètement liquide.
Donc la dernière chose que je ferai aujourd'hui, c'est de vous dire que nous sommes en train de négocier avec tel pays. Parce que le but est d'avoir accès au marché international de gaz D'où le naturel. portefeuille que vous évoquiez tout à l'heure. Portefeuille gazier, absolument. Très bien. Absolument. D'accord. Et donc les consultations vont bon train. Donc, Absolument. OK. Bon, je voudrais qu'on parle aussi de production de gaz au Maroc. On en est où? On parle aussi d'un projet d'unité flottante du gaz naturel liquéfié. Est-ce qu'on peut parler d'un Maroc producteur de gaz dans un horizon proche? Alors, on produit déjà du gaz. Alors, sur la consommation, j'insiste, c'est une consommation, ce n'est pas une demande. Je pense que la demande est beaucoup plus supérieure aux 1 milliard de mètres cubes que nous avons consommés entre, grosso modo, 2014, 2018, 2019, 2018. Parce qu'une fois que nous mettons à disposition des molécules gazières qui viennent du marché international, qui sont encore une fois compétitives, si on arrive à se positionner au bon endroit du cycle, que j'évoquais plus haut, je pense qu'il va falloir à un moment être conscient que ces molécules qui pénètrent le marché national vont se mettre en concurrence avec, et ça c'est le cas de tous les producteurs gaziers, qui empêchent en fait les imports de gaz pour ne pas avoir leur production domestique ou leur production interne être en concurrence avec le marché international. Donc si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est que nos industriels ne payent plus leur gaz à des prix qui sont 5 fois le prix du marché américain. Ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, Khadija Ihsan, c'est d'arriver à faire entrer une molécule gazière du marché international pour pouvoir justement stimuler donc, les investissements sur la production interne. Aujourd'hui, on produit à peu près une centaine de milliers de mètres cubes par rapport à la consommation, encore une fois, de 1 milliard de mètres cubes que nous avons entre l'électricité et l'industrie. Et quand je discute avec nos collègues de l'industrie et du commerce, pour eux, la demande peut exploser si on met en place, si on leur donne, si on leur offre une offre d'approvisionnement qui soit bien sûr compétitive en quantité et en prix. Compétitive, prix, production. Projet de loi sur l'autoproduction électrique crée déjà le débat, Madame la Ministre. Pourquoi avoir révisé? Comment avez-vous révisé cette loi? Parce que c'est une loi qui existe déjà. Je parle bien sûr de la loi, le projet de loi 82-21. Comment a-t-il été révisé? Alors, déjà, ce qui est important de noter, c'est que, comme je vous disais au départ, la réforme du secteur électrique est ma deuxième priorité dans ce début de mandat. C'est vraiment un point très urgent, mais sur lequel il va falloir prendre le temps de simplifier les choses pour pouvoir attirer le maximum d'investissements dans le secteur électrique, notamment renouvelable. Donc, sur la loi de l'autoproduction, nous étions face à un dilemme. Soit on lance... Vous avez quand même commencé avec cela, dans votre mandat. Vous avez commencé avec ce projet. C'est parmi les tout premiers projets de loi qui émanent de votre tutelle depuis que vous la chapeautez. Absolument. Donc, soit on libère les énergies, on permet aux gens, on permet d'avoir le cadre réglementaire qui permet en fait d'installer ce que vous voulez comme production électrique. Donc, en fait, il n'y a pas de contrainte de ce type de production. Alors bien sûr, le solaire PV est le plus économique aujourd'hui, mais vous pouvez installer ce que vous voulez, mais vraiment avoir le cadre réglementaire pour pouvoir permettre aux particuliers, aux industriels, de pouvoir faire leur propre autoproduction. Le dilemme qu'il y avait, c'est est-ce qu'on libère les énergies pour pouvoir laisser les personnes autoproduire leur énergie en dimensionnant leur consommation et ne pas se mettre à faire du commerce et de la négoce d'électricité, en garantissant la stabilité du réseau électrique, c'est un point très très important. Donc c'est ce qui a donné la contrainte du 10%.
Parce qu'il faut bien, nous avons un opérateur de système électrique qui fait très bien son travail, donc nous devons vraiment préserver la stabilité. On parle de l'ONE. On parle de l'ONE. Mais si, par exemple, moi, je suis industriel et que je produis, on va dire que on n'est pas obligé d'établir une parité sur le gigawatt produit. Par exemple, sur 1 gigawatt, je peux rester sur 0,25 ou la moitié. On n'est pas obligé d'établir la parité entre producteurs industriels et l'ONE. Si c'est de l'autoproduction, oui. Si vous faites ça pour votre propre production, il va falloir dimensionner. Non, mais même pour la revendre. Je parle en gigawatts, je parle même pas en prix, c'est-à-dire en argent. Et ça serait aussi bénéfique pour l'ONE. Et ça pousserait l'investissement. Ça serait bénéfique pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous parlais du dilemme initial. C'est est-ce qu'on bloque tout et on attend de faire une refonte. Alors, je vous parlais de la Jordanie tout à l'heure. Il aura fallu 12 mois pour faire la refonte du secteur de l'énergie et la refonte de l'architecture institutionnelle. Ou est-ce qu'on vous donne les moyens de le faire avec une contrainte de 10% pour la stabilité réseau? C'est pour commencer bien évidemment. Ce seuil de 10% pourrait évoluer peut-être? Ça pourrait évoluer. Alors bien sûr, ces consultations, il y a eu des consultations qui ont été intenses avec tous les opérateurs et tous les acteurs du secteur qui ont été faites, bien avant que j'arrive d'ailleurs. J'ai vu les rapports de ces consultations. Et c'est vrai que pour commencer, je pense que c'est un très bon point de départ qui ne met pas en danger la pérennité de la réforme sur laquelle nous allons travailler pendant les mois à venir. Mais il n'y aurait pas de perte d'énergie sur ce seuil de 10%? Non, parce que normalement, vous devez dimensionner votre autoproduction, j'insiste là-dessus, vous devrez dimensionner votre autoproduction pour pouvoir gérer vos propres besoins. Oui, mais par exemple, si on prend un industriel et si on prend par exemple l'énergie solaire, on a un pic de soleil entre midi et 14 heures, alors que l'activité justement baisse pendant cette période-là. Alors, sans compter bien sûr les arrêts le week-end, le samedi ou le dimanche. Donc en gros, selon les chiffres que j'ai pu dénicher là et là, un industriel perdrait 15% déjà de cette énergie autoproduite. Alors ça dépend vraiment du cas de l'industriel en question. Alors, si vous parlez des... En moyenne. Ça dépend vraiment, encore une fois, il faut comparer le comparable. Très bien. Si vous êtes connecté au réseau, que vous avez accès à l'électricité, vous devez pouvoir consommer ce que vous produisez. Voilà, donc il n'y a pas de... Oui, bon. Certains parlent aussi du Power Purchase Agreement, donc ce modèle PPA. Il est mentionné dans ce projet de loi? Le modèle Power Purchase Agreement? Alors, le Power Purchase Agreement, ce sont des contrats d'achat d'électricité. Ça a été le modèle qui a été mis en place au Maroc depuis les années 90. Alors, est-ce qu'il est réglementé? Mais bien sûr, parce que, en fait, ce qu'on essaye de faire, Khadija Ihsan, c'est de reprendre, quand je dis simplifier le modèle de la réforme du secteur électrique, c'est de revenir un petit peu à l'esprit de la réforme des années 90. Le modèle ce qu'on appelle le single buyer model, de l'acheteur unique en électricité, est finalement le modèle qui marche le mieux dans la région et dans les pays qui ont des fondamentaux assez similaires au Maroc. Donc c'est pour ça que sur les modèles des Power Purchasing Agreement, les PPA, ce sont des modèles qui sont assez classiques, qui permettent justement de garantir donc la stabilité du réseau, surtout si on veut, encore une fois, l'intégration massive des renouvelables, et si on veut dépasser le cap des 52% avant 2030, il va falloir qu'on fasse très attention à la flexibilité et à la stabilité de notre réseau. J'insiste là-dessus. Donc là, on a beaucoup parlé des autoproducteurs et de la barrière des 10%. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de garantir la stabilité du réseau à l'horizon 2030 pour justement ne pas mettre en danger la diversification de notre mix énergétique et surtout de notre mix électrique. Et il s'agit aussi de dilemmes, ou en tout cas de défis de sécurité. Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui a été mis en place par rapport à l'encadrement, puisqu'on parle d'une loi qui encadre? Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui inclut les incendies, les risques sont là dans l'autoproduction d'électricité. Est-ce qu'il y a un cahier des charges par rapport à ces défis sécuritaires? Alors, le cahier de charges par rapport aux questions sécuritaires en général sont
absolument pris en charge parce que maintenant nous faisons partie du même ministère, la transition énergétique et le développement durable. Donc le département historiquement de l'environnement est très présent sur ces questions de sécurité, pollution. Il y a des entreprises habilitées à faire cela? Absolument, absolument. Qui ont des licences au Maroc? Absolument, Okay. absolument. Donc nous avons, quand je disais que nous avions une dizaine d'années d'avance par rapport à des pays similaires qui ont les mêmes ressources en termes de renouvelables et de mix énergétique, je le pense vraiment. Nous avons ce qu'il faut, nous avons le moyen qu'il faut d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue, je dirais, infrastructure et écosystème. Maintenant, ça ne dépend que de nous pour pouvoir accélérer la cadence et libérer le secteur. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que... Quand on parle de libérer le secteur, on parle de la haute, très haute tension, moyenne tension et basse tension. Tout. Très bien. Voilà. OK. Et on est prêt même à accueillir des opérateurs qui soient étrangers dans ce sens. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Sur les 50 projets que nous avons aujourd'hui, c'est plus d'une quarantaine d'entreprises qui viennent de 13 pays. Très bien. Qui sont déjà là. OK. Bon, on voudrait finir avec vous, Madame la Ministre. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire et nous n'avons pas le temps de toutes les détailler. Qu'est-ce qu'un bouquet énergétique optimal, selon vous, Leila Benali? C'est une énorme question. J'espère que la réponse sera pas assez, non. En tout cas. Un bouquet énergétique optimal, c'est un bouquet énergétique qui est, de toute façon, qui répond à un certain nombre d'éléments dans notre cahier de charge. Et notre cahier de charge, c'est qu'il faut qu'il soit flexible, il faut qu'il garantisse la sécurité énergétique et il faut qu'il soit financièrement et économiquement viable et durable. Donc voilà pour moi un bouquet énergétique optimal pour le Maroc. On est bien parti pour ? Absolument. Nous avons tous les éléments, je pense, pour être bien parti pour, parce que nous avons... durant les 20 dernières années, nous avons diversifié, nous avons testé plusieurs technologies, nous avons diversifié notre parc, nous avons construit sur la génération, la transmission, la distribution, les infrastructures qu'il faut pour garantir cette diversification du mix énergétique. Maintenant, alors ce qu'il faut, c'est ce qui était dans le nouveau modèle de développement, c'est libérer les énergies et faire sauter un peu les goulots d'étranglement qu'il puisse y avoir sur le plan réglementaire justement et sur le plan des régulations. Donc à ce niveau-là, je pense que nous avons tous les ingrédients pour, et c'est pour ça que je vous demanderai quelques mois avant de détailler le projet de réforme sur la partie électrique. Vous êtes à la tête de ce département depuis le 7 octobre. Je tiens encore une fois à le rappeler. Merci beaucoup. Merci Leila Benali. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Khadija Hassan. Merci. Et je reviendrai à la charge dans quelques mois, c'est promis. Inch'Allah. Merci. Voilà, c'est la fin de cette première partie de questions d'actu. Merci de rester avec nous. Nous revenons dans quelques instants. Industrie automobile en cette seconde partie de votre émission et ce rapprochement entre l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile, l'AMICA, et l'Institut de formation métier de l'industrie automobile et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal, un rapprochement qui porte sur le développement justement des écosystèmes automobiles, car les deux parties ont des similitudes, voire des complémentarités dans le domaine. Cela est vrai car en 10 ans, on va le rappeler, au Portugal, le secteur automobile, comme au Maroc, est devenu le premier exportateur du pays. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Joana Neves, conseillère économique et commerciale à l'ambassade du Portugal au Maroc. Bonsoir Madame Neves, merci d'être avec nous. Bonsoir, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre invitation à participer à votre programme aujourd'hui et aussi avoir l'opportunité de faire connaître un petit peu du Portugal et de nos industries à vos téléspectateurs. Bienvenue, madame. Et avec nous par satellite depuis Tanger, Rachid Machou pour représenter l'AMICA. Donc vous êtes premier vice-président de l'AMICA, également président de l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile. Bonsoir, monsieur Machou. Merci d'être avec nous. Bonjour, madame Hassan. Merci à vous.
Alors, ma première question, Johanna Neves, alors on parle de relations économiques entre le Maroc et le Portugal. On connaît les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires historiques, en l'occurrence l'Espagne, la France, mais on en connaît peu. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Que pouvez-vous nous dire sur la solidité de ce partenariat maroco-portugais? Très bien. Donc, tout d'abord, pour comprendre où sommes-nous aujourd'hui, il faut reculer à la période avant de la pandémie. J'aimerais souligner qu'entre 2015 et 2019, nos exportations vers le Maroc, elles étaient quasi stagnantes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai de très bonnes nouvelles, étant donné que les dernières données que nous connaissons entre janvier et août de cette année, ça constitue vraiment un moment historique pour les exportations portugaises vers le Maroc, étant donné que le pays est parmi les 10 plus importants pays de destination des exportations portugaises. Du point de vue, et donc c'est un moment historique aussi dans nos relations commerciales. Mais c'est vrai aussi que du point de vue de l'investissement, nous avons ici au Maroc plus de 180 entreprises portugaises installées au Maroc, dans plusieurs secteurs d'activité, à l'automobile, dans la métallurgie, dans la pharmaceutique, dans le textile, parmi d'autres. Donc, nos relations sont vraiment très anciennes et sont très bonnes. Nous sommes de 2 pays amis, de 2 pays voisins. Oui. Et évidemment que ce que je désire, c'est l'approfondissement de ces relations, étant donné qu'aujourd'hui, avec tous les défis que nous avons au niveau mondial, donc, il faut vraiment approfondir ces relations. Nous allons parler justement des moyens d'approfondir ces relations entre le Maroc et le Portugal. Mais puisqu'on nous sommes dans cette phase d'état des lieux, Rachid Machou, la rupture dans les chaînes d'approvisionnement a conduit à une pénurie de semi-conducteurs, notamment donc dans cette chaîne de valeur automobile. Commence-t-on à voir le bout du tunnel ? Oui, effectivement. Tout d'abord, pour rappel, donc l'année 2021 enregistre une croissance par rapport à l'année 2020 sur le marché mondial de l'automobile qui est de plus de 9%. Au Maroc, cette croissance est à 12,9%, le marché de l'automobile. Néanmoins, nous avons fait face, au courant de cette année 2021, à un manque de composants électroniques et aussi à une perturbation de la supply chain, entraînant de fait une limitation en termes de production de véhicules, non seulement au Maroc, mais en Europe également. Alors, nos experts nous prédisent une sortie de cette crise courant premier trimestre 2022. On commence à voir une certaine régularité dans les approvisionnements et bon, je pense qu'on est proche de la fin de cette crise de composants électroniques et éventuellement d'autres matières premières. Alors justement, est-ce que quand vous dites cela, vous parlez de limitations, est-ce qu'elles sont chiffrées, limitations de production, et quel impact sur l'industrie automobile made in Maroc ? Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons, par rapport à nos prévisions que nous avions fait pour l'année 2021, nous finirons l'année avec environ moins 13%. Par rapport à nos prévisions en termes de production d'automobiles, à la fois les voitures et les composants qui sont destinés à l'export. Donc, comme vous le savez, au Maroc, il y a l'offre produit véhicules, mais à côté, il y a l'offre sourcing, donc des pièces qui sont exportées bien avant l'implantation de Renault et PSA et qui pèsent aussi sur les exportations des pièces automobiles du Maroc vers l'Europe notamment et essentiellement.
Très bien. Donc le secteur automobile, je le disais il y a quelques instants, est devenu le premier exportateur du Portugal, un peu comme le Maroc, comme au Maroc, donc des similitudes parmi d'autres. Comment miser sur les éléments, je ne dirais pas de similitude, mais peut-être de complémentarité pour booster davantage cette coopération, notamment industrielle. On parle ici d'industrie automobile, mais pas que, entre les deux pays. Très bien. Donc, du point de vue du Portugal, nous pouvons, disons, diviser l'industrie automobile dans deux axes différents. La question des composants automobiles et les équipementiers. Et en fait, la complémentarité entre le Maroc et le Portugal, elle est évidente. Tout d'abord, dans le savoir-faire. Nous avons une longue expérience dans cette industrie. Seulement pour vous donner quelques chiffres, en termes d'équipementiers, nous sommes le troisième producteur en Europe et le 8e le plus important au monde. D'autre façon, les employés de l'industrie automobile au Portugal ont une formation plus élevée par rapport aux autres industries manufacturières. D'autre part, ce mouvement de plaques tectonique, disons, dans le domaine des chaînes de valeur globale, ont contribué pour une prise de conscience pour part des constructeurs qu'il est très important de commencer à revenir plus proche de leurs clients. Ça veut dire que le Portugal et le Maroc, du point de vue géographique, il s'agit de deux pays vraiment stratégiques. Et donc, le savoir-faire peut être une complémentarité. Oui, mais sur le terrain, comment partager justement ce savoir-faire? Je sais que, bien sûr, je ne parle pas des universités, de ce taux. En préparant cette émission, j'ai été étonnée du nombre d'ingénieurs qui sont formés dans les universités portugaises. 21% de l'ensemble des étudiants sont ingénieurs. Donc, en gros, comment envisagez-vous ce partage de savoir? Parce que finalement, en fait, ce que nous voulons faire avec l'AMICA, c'est vraiment mettre en œuvre des programmes de formation et des échanges de connaissances étant donné que le Maroc veut augmenter l'intégration locale. Donc, les usines portugaises peuvent aussi s'installer au Maroc parce qu'en fait, vous avez, par exemple, un accord d'échange libre avec les États-Unis dont les entreprises portugaises peuvent profiter parce qu'il s'agit d'un accord qui est beaucoup plus intéressant de celui que nous en avons au Portugal. Donc, les entreprises portugaises dans ce domaine-là, elles doivent aussi penser au Maroc pour venir s'installer, pour partager leur savoir-faire et évidemment et aussi exporter vers les États-Unis et d'autres pays au monde entier, évidemment. C'est d'ailleurs, le Maroc, c'est l'un des rares pays à avoir des accords de libre-échange, 2 accords de libre-échange, un avec les États-Unis et un avec l'Europe. Donc, c'est un peu un point de convergence. Monsieur Machou, donc on parle aujourd'hui de formation, on parle de compétitivité aussi, de compétitivité de l'offre marocaine par rapport à cet aspect de formation. Comment, dans le cadre toujours de cette politique de coopération entre le Maroc et le Portugal, comment l'Institut que vous présidez compte s'atteler à cette question? Alors, oui, Madame Ihsan, d'abord je remercie Madame Johanna pour son intervention. Effectivement, et pour rappel,
il y a une complémentarité structurelle, je dirais, entre le Maroc et le Portugal, en ce sens qu'au Maroc, nous avons une vision de l'automobile qui est axée côté produit. Nous produisons des voitures, nous produisons des articles, des composants qui rentrent dans la construction de ces voitures. Mais au Portugal, en fait, c'est plus le process, c'est plus les machines, c'est plus les outils qui permettent de produire ces composants. Et donc ça, il faut prendre conscience de ça. Chez nous au Maroc, cette partie machinerie est faible. Aujourd'hui, pour entretenir, pour réviser un moule, par exemple d'injection plastique, le plastique représente pas loin de 30% des pièces dans une voiture. Donc pour entretenir et réviser ce moule, on est obligé de l'emmener au Portugal pour faire une révision profonde. On fait bien entendu les révisions premier niveau, etc. En local, mais dès qu'on touche des révisions profondes, des modifications, parce que les véhicules vivent, il y a des modifications au fur et à mesure de la vie de la voiture, et donc ça c'est un handicap. Nous l'avons signalé, nous y travaillons avec nos équipes du ministère, et donc cet aspect-là, il y a une complémentarité indéniable. Donc, sur la formation, il y a pas mal d'exemples. Hein, j'ai cité les moules plastiques. Alors sur la formation, et là donc j'arrive sur les instituts de la formation au métier industrie de l'automobile ainsi que le CFMA récemment qui vont être en fait délégués dans le cadre d'un partenariat public-privé entre les ministères de tutelle et l'AMICA. Donc ça s'inscrit dans la stratégie royale de donner aux filières industrielles et les métiers la gestion des instituts qui sont à leur disposition, qui permettent de répondre à leurs besoins. Toujours dans la même ligne, nous avons détecté des carences en termes de compétences au Maroc qui sont nécessaires pour l'enracinement de l'industrie automobile au Maroc et de fait, comme disait Madame Johanna, l'intégration locale qui sont donc des objectifs précis pour nous. Donc c'est l'aspect ingénierie, l'aspect étude, l'aspect mesure, ça existe mais c'est faible. Si on compare par exemple un technicien supérieur qui sort de nos écoles standards aujourd'hui par rapport à un technicien supérieur qui est formé par exemple au Portugal sur le dessin industriel, le rapport s'est multiplié par 5. Donc c'est vous dire le manque à combler. D'un autre côté, comme vous le savez, le secteur automobile est sujet à énormément d'évolution. D'ici l'horizon 2030, une voiture sur deux sera électrique. Donc, avec ce développement de voitures électriques décarbonées et connectées, nous oblige à nous adapter, à être plus flexibles et à nous préparer pour garder les avantages que nous avons aujourd'hui et garder nos industries automobiles chez nous. Et donc, ça passe par la valorisation du capital humain. Là, en l'occurrence, il y a une opportunité à prendre puisque le Portugal est en très bonne place, hein, n'est-ce pas, Madame Savès, sur la carte du monde qui veut développer et tester les technologies des véhicules du futur, en l'occurrence électriques. Alors, comment avec le Maroc? Non, je peux vous dire sur ce volet que le Portugal, par exemple, nous avons un centre de recherche qui est le CEA, voilà, qui est un des centres de recherche top au monde entier et qui travaille beaucoup sur la mobilité électrique. Et il faut aussi signaler qu'à part la métallurgie, nous avons aussi la question électrique, électronique et les textiles pour l'industrie automobile qui nous pouvons être complémentaires avec le Maroc. Et vous savez que nous avons eu au Portugal un gouvernement il y a quelques années qui a été vraiment très original, disons, dans le développement de la mobilité, des voitures électriques, de la mobilité électrique. Très bien. Un dernier mot, malheureusement il ne reste pas beaucoup de temps, un dernier mot, Rachid Machou, sur cette question de recherche et développement et de ce partage de savoir.
Oui, donc indéniablement, notre avenir, vu que le secteur est stratégique, le secteur automobile est stratégique, c'est la formation, le renforcement du capital humain. Absolument. Donc nous prévoyons de renforcer la formation sur les métiers qui nous manquent, l'ingénierie des machines, donc pour être précis. Et donc pour cela, donc nous avons nos instituts de la formation professionnelle qui sont là, qui vont être adaptés pour pouvoir donc mettre à disposition un middle management technique adapté et puis compétent, et puis des techniciens d'études, d'ingénierie à la hauteur de ce que j'ai pu voir et connaître par ailleurs, que ce soit au Portugal, en Espagne ou en France. Merci beaucoup Rachid Machou. Un dernier mot, Johanna Neves. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très très bonne soirée à tous.